Ok. Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font de l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Emmanuel Chibaou, député de la seconde circonscription et désormais président de l'Union calédonienne. Bonjour. Bonjour RRB, bonjour aux auditeurs. Merci d'être dans nos studios pour revenir notamment sur le 55e congrès de l'UC qui vous a élu à la présidence pour succéder à Daniel Goa, mais aussi plus largement sur l'actualité politique calédonienne et sur le positionnement de l'UC. Une année 2024 très particulière pour la Nouvelle-Calédonie. Elle restera marquée par la situation dramatique née des violences insurrectionnelles qui ont débuté le 13 mai. Et pour vous, c'est aussi l'année de l'émergence dans la sphère politique. On vous connaissait bien sûr, et notamment dans le domaine culturel, mais vous voilà député et président de l'UC. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre ces responsabilités, à vous lancer dans la vie politique? Bon, déjà, je dirais que ce qui m'a poussé à me lancer dans la campagne législative en premier, parce que c'était dû en partie à la dissolution du président Macron, je pense que c'est à l'échelle de mon expérience personnelle de revivre ce que j'ai vécu en étant enfant, en 84. Et un élément de ça, c'est des images qu'on a vues, par exemple, au village à Yengen, la mise en place des sacs de sable devant la gendarmerie avec planté dessus des mitrailleuses. Et moi, je dirais que c'est en grande partie pour ça. Et de se retrouver en tant que responsable coutumier et avoir une partie de son conseil devant les barrages à faire des banderoles, tout ça, c'est de se dire qu'on a une responsabilité pour éviter le pire. C'est ce qui fait que je me suis engagé. Je me suis dit, mais je pense que le débat, il se fait dans le débat démocratique, politique, et pour ça, il faut peut-être le replacer au centre des discussions. À partir du moment où on crie sur la route, on ne s'entend plus, et finalement, le discours politique était aussi, pour le coup, devenu inaudible. Moi, c'est le parti que j'ai pris, et c'est ce qui fait que j'ai fait campagne fin juin, là, début juillet, pour inciter les gens, à tous ceux qui avaient la volonté, en tout cas, de faire obstacle au projet de loi constitutionnelle, là, à aller voter. Parce que on peut faire tous les barrages qu'on veut, et le projet constitutionnel, il se bloque parce qu'on on fait valoir des positions démocratiques au sein du Congrès, hein, enfin au sein du Parlement et du Congrès qui devait être réuni à Versailles. Alors ça, c'est pour votre mandat de député. Maintenant, pour la présidence de l'Union calédonienne, euh, c'est un souhait de votre part ou ça a été une demande générale? Daniel Goa dit presque que c'est lui qui vous a poussé à le faire. Vous aviez envie de prendre ces responsabilités en plus de votre mandat de député? En fait, j'ai déjà été sollicité depuis plusieurs années par les comités locaux, par les régions, pour assumer des mandats dans le bureau de l'Union calédonienne, le bureau politique de l'Union calédonienne. Et moi, à chaque fois, j'ai décliné parce que, en étant notamment au Centre culturel Chibaou ou à la direction de la culture de la province Nord, j'estimais qu'il y avait plus d'opportunités à convaincre par le travail et faire valoir les convictions du vivre ensemble et du projet de société indépendantiste, parce que j'étais indépendantiste dans la vie, voilà, la vie professionnelle que dans le débat politique. Il y a une donnée aussi qui m'a fait aussi décliner, c'était les responsabilités que j'avais en étant fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, le devoir de réserve. Et puis enfin, la possibilité d'arriver avec une équipe, plutôt que d'être un élément du bureau qui, du fait des politiques en interne ou les dysfonctionnements en interne, pouvaient être facilement neutralisés et en incapacité finalement de faire valoir des avis ou des positions divergentes, quoi, à l'intérieur du bureau. Donc là, ça a été le cas, puisqu'on a renouvelé le bureau. Donc c'est aussi pour ça que je me suis avancé là-dessus, quoi. Mais alors, vous devenez président de l'EC à un moment où le parti est montré du doigt pour avoir créé la CCAT, qui est à l'origine des violences qui ont débuté le 13 mai. Est-ce que votre élection, c'est un signe d'apaisement?
Est-ce que l'Union calédonienne, avec vous, va prendre ses distances avec la CCAT? C'est vraiment la question que tout le monde se pose depuis que vous êtes élu à la présidence de l'UC. Alors, que ce soit bien clair pour tout le monde, hein, la CCAT, ça a été créé par l'Union calédonienne pour mobiliser sur le projet de loi constitutionnel, faire obstacle au projet de loi constitutionnel. Le premier objet, c'était des manifestations pacifiques. Il n'y a qu'un seul objet, c'est celui-là. Il n'y a pas d'autres motions qui ont été portées par l'Union calédonienne à destination de cette cellule pour des dégradations, pour des violences et tout ça. Ça, c'est... Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez Ben, été surpris, vous, par ce déchaînement de violence le 13 mai? Ah oui, c'est clair. Enfin, j'ai été surpris, oui et non. Moi, je l'ai déjà dit, ça fait déjà plus de 10 ans que les signaux ils sont au rouge, hein. Je le dis dans le cadre de mes fonctions actuelles, mais aussi dans le cadre de mes anciennes fonctions. Moi, j'ai travaillé avec la DPJEJ, avec le quartier des mineurs au camp Est, avec un certain nombre d'acteurs sociaux ici dans la ville de Nouméa et dans la périphérie. Les indicateurs étaient déjà au rouge depuis un moment, que ce soit sur la consommation des psychotropes ou les conduites addictives ou les violences intrafamiliales. Enfin voilà, on est dans le podium de tête dans la région Pacifique et en France, hein. Oui, Donc mais je dirais qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été certainement le projet de passage en force, là, comme on dit, du projet de loi le projet de loi constitutionnelle. constitutionnelle. Mais il y avait quand même un lit de malaise social qui était latent. Après, Mais là, la ça a surprise, été. elle était surtout sur comment dire ça, le déferlement, quoi. La violence avec laquelle ça s'est exprimé. Et tout le monde constate, enfin, tout le monde semble dire aujourd'hui que c'était vraiment un mouvement organisé, un mouvement orchestré. Alors, si c'est pas la CCAT, c'est qui? Il y a il y a eu des commanditaires derrière, il y a eu des gens qui ont instrumentalisé la jeunesse kanak pour faire ça? Alors, je ne sais pas, hein, parce que les affaires, elles sont toujours en cours d'instruction. Moi, je le dis et je le répète, nous, comment dire, on a demandé la justice aussi. La justice pour tout ce qui s'est passé, pour les assassinats de gendarmes, comme pour les assassinats des jeunes militants là, qui se sont fait tirer dessus. Il y en a qui sont morts, hein, parce qu'on porte à 11 décès ici, et puis deux gendarmes là, qui se sont fait tuer. Nous, on a demandé ça. On a demandé d'éclaircir parce que c'est pas. À l'heure d'aujourd'hui, on n'émet que des hypothèses. On a fait valoir des notes de la DGSI ou je ne sais plus là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en tant que responsable politique, nous, on a bien clarifié ça au Congrès samedi dernier à Mia, à Canala, que ça, c'est pas nous, ça. Hein. Ça, c'est pas l'émotion qu'on a portée, c'est pas les valeurs de l'Union calédonienne, c'est pas les valeurs des indépendantistes qui sont portées lorsqu'on commet ce type de dégradation ou on fait valoir la violence comme argument politique. Ça, Mais alors, c'est pas nous, quoi. c'est la CCAT qui vous a échappé? C'est peut-être ça aussi qui a échappé à l'Union calédonienne? Alors là, à dire que c'est la CCAT qui a échappé, je ne peux pas parler dans la mesure où à l'heure d'aujourd'hui, l'instruction, elle est toujours en cours et qu'il faut attendre la fin de l'instruction pour pouvoir juger et corriger les dysfonctionnements s'il y a eu à l'intérieur de l'Union calédonienne. Mais on vous a reproché aussi, alors je sais que vous dites que ce n'est pas le cas, pas à vous personnellement, mais à l'Union calédonienne, de ne pas suffisamment condamner ce déferlement de violence, de haine, de racisme. Mm. Est-ce que l'Union calédonienne, à ce moment-là, aurait pas dû être beaucoup plus claire dans sa condamnation de ces faits? Je pense qu'elle a condamné, hein. Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr, puisque tout ça, ça a commencé le 13, le 14, le chef de groupe là, au Congrès, il a témoigné, il était sur NC Première, filmé, ça a été dit publiquement. Après, comme on l'a relevé aussi dans les discussions et dans les échanges depuis plusieurs années au sein des instances du Front, autant que les instances de l'Union calédonienne, il y a une difficulté de communication qui est latente et qui fait que le message que l'on porte, parfois, il est rendu inaudible par rapport à la présence enfin, l'impact des réseaux sociaux notamment. Hein. Alors, vous parliez du bureau, vous disiez que vous ne vouliez pas prendre la présidence de l'UC sans avoir des gens autour de vous, une équipe. C'est ça. Elle a été renouvelée, mais encore une fois, on pointe du doigt un certain nombre de personnes, et vous savez lesquelles, votre secrétaire général Dominique Fauchy, le deuxième vice-président, hein, Michael Forest, évidemment le commissaire général Christian Théin, en disant, bah,
la CCAT est encore très présente au sein du bureau de l'UC aujourd'hui. C'est le cas ou c'est pas le cas? Et c'est le cas puisque le CCAT est une émanation de l'Union calédonienne. Donc, à partir du moment où la CCAT s'occupe la tâche, c'était sur la mobilisation, c'était sur le dégel, contre l'ouverture du corps électoral aux élections provinciales. Ça a été que ça. Donc à partir de là, c'est logique que finalement, parce qu'il n'y a pas que ça comme structure à l'intérieur de l'Union calédonienne, hein. Il y a aussi l'AJKM, l'Association Jeunesse Kanaki Monde. Et puis là, à l'heure d'aujourd'hui, la mobilisation telle qu'elle est portée, elle a été retirée, puisque ça a fait partie aussi des options qu'on a prises, de dire, ça y est, voilà, il y a le nouveau gouvernement Barnier, même s'il est voilà, ponctuel, il a eu ce discours de politique générale. Monsieur Buffet est venu ici au pays. La mission parlementaire, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, voilà, on fait valoir peut-être une nouvelle approche. Et à partir du moment où le premier grief de mobilisation de la CCAT était le projet de loi constitutionnelle, si on dit qu'il est suspendu, retiré, il n'y a plus de raison de se mobiliser par ailleurs. C'est ce qui fait que les accès, en tout cas, ont été libérés. Vous avez eu l'occasion de dire que l'UC avait été meurtri par le 13 mai. C'est toute la société calédonienne qui a été traumatisée. On a l'impression même, on s'interroge, est-ce que le vivre ensemble n'a pas été tué ou en tout cas abîmé? Comment est-ce qu'on peut réparer ça aujourd'hui? Je pense que c'est une évidence de le dire, mais après, comment on le répare, c'est le temps, hein. Enfin, voilà, vous savez comme moi, je pense beaucoup d'auditeurs là qui ont vécu les événements, ils savent le temps qu'on a mis à reconstruire après 88. Mais les premiers messages qui sont passés après 88, où les gens ont, par exemple, parlé après le travail qu'a pu faire la mission du dialogue, ou les meetings communs qui ont été partagés entre le FLNKS, Chibaou et le RPCR Lafleur, ont donné des signes d'apaisement concrets et l'investissement de l'État aussi dans cette partie qui était celle de donner des signaux d'apaisement. Donc comment gagner, c'est d'une part le temps, mais aussi poursuivre la discussion, parce que c'est de notre responsabilité. Enfin, moi je dis en tant qu'indépendantiste, et puis à l'Union calédonienne, on a essayé durant tout le début de l'année de pousser la réflexion avec nos partenaires, que ce soit les loyalistes ou avec l'État, à des degrés différents, qu'on soit au PALICA, l'UPM, ou loyalistes ou républicains. Et aujourd'hui, tout ça, ça s'est tombé, ça a avorté. Il faut reprendre le fil des discussions, parce que c'est le premier gage qu'on prend nos responsabilités, autant sur la partie institutionnelle que sur le plan de relance. Parce qu'on n'a pas... Mais je pense qu'aujourd'hui, le diagnostic du 13 mai, il reste encore à construire. Moi, en étant à Paris, c'est aussi des démarches que j'ai engagées avec des universitaires, notamment des sociologues, pour identifier la partie qui est politique, mais autant la partie qui est crise sociétale du projet de société qui a été mis à plat dans tout ce qui s'est passé le 13 mai. On va revenir sur la reprise des discussions parce que c'est sans doute l'un des points essentiels, en tout cas pour les mois et les années qui viennent. Mais encore un mot purement politique sur les relations au sein du FLNKS, parce que ces émeutes ont aussi eu des conséquences sur vos relations avec les autres partis. Il y a eu en juin le congrès de Netchaot qui a dû être reporté. Il y a eu ensuite le congrès de Pagou à Koumak, auquel l'UPM et le PALICA ont décidé de ne pas participer. Est-ce que le FLNKS existe encore? Et est-ce que vous allez essayer de tendre la main à ces deux partis, d'essayer de les ramener avec vous? Comment vous voyez les choses? Je pense que c'est inévitable. Quand je disais à la question précédente que l'Union calédonienne a été meurtrie, mais l'ensemble du pays et l'ensemble de la composante indépendantiste a été meurtri par ce qui s'est passé, parce que c'est aussi le pari qui a été fait par le FLNKS dans les accords politiques de 88 et de 98, de se dire on va construire un projet de société. Aujourd'hui, de se retrouver avec la crise économique et la défiance qui est portée à l'endroit du politique, on dit vous n'avez rien fait, on dit vous n'avez pas su aller jusqu'au bout.
Je veux dire, certes, mais il faut engager la responsabilité des uns et des autres dans la poursuite. Si on est indépendantiste, on va aller chercher la pleine souveraineté. Et dans l'échange qu'il y a à construire là aujourd'hui, où on a eu cette défiance entre nous, c'est surtout sur ça que le processus, il a été, enfin la défiance, elle est portée entre nous, sur la manière dont les messages ont été passés et ce qui a été le résultat une des conséquences du 13 mai, et que les gens sont sortis, ou en tout cas se sont retrouvés un peu mis à mal à l'intérieur du FLNKS. Victor Tsoutougoro, le président de l'UPM, disait récemment qu'en fait, il avait eu le sentiment que l'Union calédonienne avait bafoué les valeurs qui étaient celles du FLNKS, la volonté de démocratie, les valeurs républicaines d'ailleurs. Vous l'avez ressenti comme ça, vous aussi? Est-ce que l'UC a retrouvé ses valeurs, elle aussi? Je pense que c'est les tiraillements à l'intérieur des partis, ça date pas d'aujourd'hui, hein, pour le FLNKS et puis pour les autres partis auparavant, même au sein du FI jusqu'à la création du FLNKS. Euh, donc le tiraillement qu'il y a en interne, il est peut-être plus prononcé aujourd'hui parce que c'est aussi ce qui s'est passé dans la rue, qui a été en effet de miroir les incompréhensions qu'on a pu avoir à l'intérieur de nos structures. La clarification, elle était aussi portée à cet endroit-là, je pense. Et que aujourd'hui, on est engagé dans une phase où on doit reprendre les discussions. Il faut, moi c'est ce que je pense, hein, partir de ce qui a été engagé à l'avant-dernier congrès du FLNKS où on avait à Kaimolo une trajectoire. Et le dernier congrès de Kaimolo n'a pas donné autre chose que finalement conforter cette trajectoire de discussion à engager avec l'État. Et le congrès de Pagou, il a du poids ou il n'en a pas? Vous le prenez en compte ou non? Avec notamment la nomination de Christian Théin comme président du FLNKS, on sait aussi que l'UPM et le PALICA ne sont pas prêts à l'accepter. Ça, de toute façon, c'est des discussions qui se passent en interne. Donc, on communiquera en temps et en heure là-dessus. Mais la nomination, ça s'est fait à l'intérieur du Congrès. Après, en étant militant, nous, on prend acte des décisions qui sont portées par la mouvance et puis on avance avec ça. S'il y a des choses à faire valoir, elles se feront, je pense, dans les instances de discussion qui sont propres au front de libération. Alors pour en revenir, vous y faisiez allusion au dialogue à reprendre avec les partenaires de l'accord de Nouméa. C'est pareil, ces dernières années, on a eu l'impression que c'était un peu l'UC qui était l'obstacle à la reprise des discussions, hein, où l'Union calédonienne voulait parler qu'en bilatéral avec l'État, ne voulait pas parler avec ses partenaires locaux. Plusieurs fois, il y a même eu des refus de discuter avec les représentants de l'État. C'est une petite révolution qu'aujourd'hui vous annonciez, on va reprendre les discussions. C'est vraiment la position de l'Union calédonienne, vous êtes prêt à discuter avec l'État et vos partenaires non indépendantistes? Alors, la position, c'est de discuter. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les accords, enfin les tentatives d'approche qui ont été menées depuis le début d'année, là, jusqu'en avril, elles ont été faites pas en bilatéral. Elles ont été faites avec les partenaires loyalistes et républicains, et calédoniens ensemble. Sans Et l'État, Éveil là, pour le Océanique. coup. Oui, voilà. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être voilà, une appréciation différente, mais c'est la réalité. On n'a pas changé de tourne-disque. On est toujours sur la trajectoire qui nous amène vers la souveraineté pour nous, hein, parce qu'on est indépendantiste, c'est ça qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, on a le 13 mai qui nous a trouvé là. Tout s'est arrêté. On a demandé une mission de médiation, on a demandé qu'on ait un ministre de plein exercice. Aujourd'hui, on a demandé aussi une des premières épines qui était l'obstacle à la discussion, c'était le projet de loi constitutionnelle. Tout ça, ça y s'est retiré. Donc c'est là aussi où on a des gages de confiance à construire. Mais pour pouvoir aller discuter, il faut clarifier le cadre. Clarifier le cadre. On parle de souveraineté partagée là, avec M. Larcher et Mme Brown-Pivet, les présidents des deux chambres. Souveraineté partagée qui existe déjà dans l'accord de Nouméa, donc c'est Voilà. pas... Ben, c'est une, comment on va dire ça, c'est une annonce, mais c'est déjà dans le texte, hein. Après, c'est pour ça que je dis que c'est important de clarifier le cadre, parce que c'est aujourd'hui, si l'État reprend la main
dans la gestion, en tout cas les débats, la gestion des débats, c'est surtout le cadre et la méthode qu'il faut clarifier. Nous, on est prêt à discuter parce que, rappelez aussi pourquoi bilatéral à un moment donné, parce que on discute de l'indépendance, la souveraineté, c'est l'État français qui a. C'est nos compatriotes loyalistes qui sont à côté de nous, ils n'ont pas la souveraineté, eux. Par contre, les modalités sous lesquelles on peut cheminer ensemble pour chercher ou un peu plus d'autonomie ou un peu plus de fédéralisme, comme certains avancent aujourd'hui, ben, on le fait ensemble. C'est ça qui explique les options qui ont été portées à un moment donné, avec, en bilatéral et puis jusqu'en mi-année en trilatéral, puisqu'on a discuté aussi à un moment donné sur le document Martyr présenté par le ministre Darmanin aussi. Donc les formats de discussion, ils sont aussi dépendants de la manière dont notre partenaire, enfin l'autorité de tutelle pour nous, la France, amène la méthode pour discuter. Beaucoup de choses. Le fédéralisme, qui est la proposition fédéralisme territorial, qui est la dernière proposition mise sur la table par les loyalistes, fait référence à un retour à l'accord de Matignon, pratiquement, en disant, bon, Nouméa, il y a eu des errances, il faut revenir aux sources de 88 et des accords de Matignon, avec une prééminence des compétences des provinces. C'est quelque chose qui peut intéresser les indépendantistes, ça? Je pense que tout est à mettre sur la table. Enfin, c'est ça. Hein. Je veux dire, si on doit sortir de l'accord de Nouméa, il faut aussi faire le bilan de l'exercice des compétences. Qu'on soit loyaliste ou indépendantiste, d'une manière ou d'une autre, on s'est engagé dans un chemin dans lequel on a dit qu'il faut investir la décentralisation et rééquilibrage. Nous, on a dit décolonisation aussi, construire des contenus, aller chercher des compétences pour qu'on avance un pas de plus vers la souveraineté. Mais la perspective qui nous est ouverte aujourd'hui, moi je pense, hein, c'est de poser à plat toutes ces propositions. Et comme je l'ai dit au représentant de l'État, M. Buffet, il faut bonifier les accords. Il faut bonifier les accords qui n'ont pas été au bout. Et puis partir des propositions que les uns et les autres, ils ont avancé dessus. Parce que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir avancer. C'est être en capacité à un moment donné de faire un choix. Là, à l'heure aujourd'hui, il y a les propositions que vous évoquez. On n'a pas encore statué, mais en tout cas, on essaie en tout cas de collationner le maximum de données pour pouvoir avancer sereinement en prenant en compte les différentes parties prenantes et les positions qui sont défendues par les uns et par les autres. Alors, dans ces conditions, comment est-ce qu'il faut comprendre la motion de politique générale qui pose un calendrier verrouillé pratiquement en disant la signature de l'accord de Kanaki au plus tard le 24 septembre, fixant obligatoirement une date d'accession effective à la pleine souveraineté? C'est une position de départ de négociation, c'est une position de principe, ou c'est un calendrier qui pour vous s'impose? Parce que c'est un peu contradictoire, vous ne pouvez pas dire on discute avec eux pour trouver un accord, mais on a déjà mis nos dates, les dates auxquelles on veut que ça se passe. C'est un point de départ. C'est un point de départ de négociation. Oui, il faut bien partir de quelque part. Pour l'instant, on n'a pas de cadre qui est donné par Matignon, ni l'Élysée. Nous, on dit, on avance, nous, on sait on veut aller où. On a l'impression de croire qu'on va renoncer à notre idéal. Non. Nous, depuis 1983, quand on a été chercher Nainville-les-Roches, les vieux d'ici sont partis avec le calendrier pour l'indépendance. On n'a pas eu. On a dit qu'il faut construire un projet de société. C'est ce qu'on a fait. 80, on a boycotté le statut Lemoine parce qu'il ne prenait pas en compte, encore une fois, le principe du corps électoral, faire société. On a dit on va faire en 88. Ok, 88, corps électoral encore une fois, le socle sur lequel ces accords de paix ils ont été construits. C'est ça le prolongement logique pour nous. C'est qu'on accède à des compétences, des colonisations. Là, pour nous, on est sur la dernière phase. On n'a pas l'intention de faire machine arrière et de demander la départementalisation ou l'autonomie. La départementalisation, personne ne la demande, hein, je crois. Mais il y a l'accord de Nouméa qui devait se terminer par 3 référendums et la fameuse phrase s'il y a 3 refus de l'indépendance, les partenaires se retrouvent autour de la table pour examiner la situation ainsi créée. Bon, il y a eu ces 3 référendums. Maintenant, vos partenaires vous disent ça y est, l'autodétermination, elle a eu lieu. Les Calédoniens ont choisi de rester dans la France. Ça, c'est leur position. Vous la comprenez, ou vraiment vous refusez le 3e référendum? Nous, on conteste. Mais vous êtes tout seul à les contester. Les instances internationales l'ont validé.
Ben là, les dernières. Il y a juste la Cour internationale de justice, mais bon, l'instruction, elle n'est pas terminée. Je veux dire, ceux qui sont demandeurs de l'autodétermination, c'est qui? C'est les populations qui ont été colonisées ici, c'est qui? Ça a été étendu aux populations concernées, puisqu'il y avait un corps électoral spécial pour les consultations, C'est ça. qui intégrait. Mais à C'était au-delà partir du du. peuple autochtone, que je veux dire. C'est qui a ouvert ce droit? C'est les indépendantistes. Oui. Ben voilà. Oui, Donc à partir du moment où les indépendantistes estiment qu'on n'a pas demandé d'annuler le référendum, le troisième, on a demandé de reporter, de repousser d'1 an pour pouvoir accéder à permettre de réaliser. On a eu le débat ici avec Alcide mais, la dernière fois. oui, oui, mais C'était ça absolument, le mais projet. il a eu lieu maintenant. Oui, Donc qu'est-ce que vous demandez? Vous en voulez un quatrième? Non. ben, c'est à partir du moment où on part du postulat de départ qui est tronqué pour nous et que les autres disent que c'est de celui-là qu'on part, qu'on dit ben, on va pas s'entendre. Si nous avons ouvert ce droit, c'est pour pouvoir l'exercer. Si on estime à un moment donné qu'on n'est pas dans les capacités de l'exercer, parce qu'en étant océanien, on a ces rituels-là à effectuer, on n'a pas demandé d'annuler, on a dit de le reporter. Là, l'État a dit ben, on le maintient. Ben, nous, on a pris acte, hein, on a vu le train passer. Maintenant, on attend le prochain. En attendant, les élections provinciales ont été reportées en novembre 2025. Ça, vous étiez d'accord? A priori, tout le monde Oui, était d'accord. on a porté le report. Hein. Voilà. D'ici là, il faut trouver un accord. C'est Oui, indispensable. On parle du mois de mars. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est jouable là? tout est jouable quand on veut. Après, l'équation se complique avec la motion de censure qui a été déposée là. Parce que, encore une fois, la phase dans laquelle on était engagé avec la nouvelle équipe du Premier ministre Barnier, c'était que tout le monde puisse s'engager, un, sur la relance, deux, sur la partie sortie institutionnelle. Donc mars, moi je ne lis pas dans les boules de cristal, mais en tout cas, moi, à mon esprit, à mon sens, il y a déjà des avancées certaines qui ont été portées par les loyalistes, par les républicains, par les indépendantistes de tous bords, et pour lesquels aujourd'hui je pense qu'il y a, il y a des éléments probants sur lesquels on peut avancer. Moi je ne peux pas, comment dire, plus que ça. Il faudra d'ici là avoir réglé la question du corps électoral. Ça doit faire partie de ce qu'on appelle un accord global. C'est voilà. Après, quand on dit accord global, c'est un mot. Valise, on peut mettre tout et c'est tout et rien. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est là où, oui, le corps électoral, ça fait partie de ce questionnement-là. Et c'est aussi pour ça que je pense que l'ensemble des indépendantistes là se sont prononcés favorablement pour le report, pour nous permettre d'avancer sur les discussions et raisonnablement, janvier, février, mars, avancer sur la reprise des discussions, sous réserve qu'il y ait un cadre et qu'on ait un gouvernement qui nous accompagne dans cette démarche-là. C'est peut-être un peu tôt, mais quand même, vous serez candidat à ces provinciales? Non. Est-ce que l'Union calédonienne veut reprendre la province Nord? Elle n'a jamais caché cette volonté-là. Après, il faut faire campagne d'abord. Il faut construire un projet, et puis après, il faut faire Mais c'est un campagne. objectif pour 2025. Ben, je pense que enfin, l'objectif, ce n'est pas d'occuper les provinces. L'objectif, c'est surtout enfin, à mon sens, hein, de là, moi je suis un novice dans le truc, mais je veux dire par là que c'est surtout porter la légitimité de ceux qui vont poursuivre et conforter l'accord. La légitimité, elle est aussi portée à cet endroit-là. C'est qu'on veut écrire une nouvelle page de notre histoire, et pour pouvoir l'écrire, ben, il faut l'asseoir aussi démocratiquement par le vote. Donc c'est un des objectifs qui ont été argumentés au sein de nos partis pour ben, dire on va reporter les élections pour pouvoir se donner le temps de construire cet accord et puis après que ceux qui vont sortir des urnes aux élections provinciales ben, portent avec eux la légitimité de cet accord. Puisqu'on parle des provinces, question d'actualité, dans la province des îles, Jacques Lallier a été déclaré inéligible. L'Union calédonienne lui a apporté son soutien, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous avez un candidat, vous allez conserver la province des îles, a priori, à l'Union calédonienne?
Pour l'instant, c'est des discussions qui se font à l'intérieur de l'UC et en discussion aussi avec les autres composantes indépendantistes qui sont présentes à l'hémicycle de la Provincile. Oui, il y a des discussions qui sont en cours actuellement là, pour pouvoir définir qui sous les un mois là, puisque l'arrêté il concerne l'exécutif provincial, VP, et donc ça fait partie des discussions, mais j'ai pas de, pour l'instant, n'a pas encore abouti, mais c'est favorablement voilà, en bonne voie, je vais dire ça comme ça. L'une des conséquences des violences insurrectionnelles, c'est bien sûr, on l'a effleuré, l'effondrement de l'économie calédonienne, l'effondrement économique et social. Vous soutenez le PS2R, le plan proposé par le gouvernement Mapou. Vous estimez que c'est le bon chemin à suivre, que c'est le bon moyen de relancer l'économie calédonienne? Je pense que, nous, on a soutenu les deux plans, hein. Euh, Bah, ils sont un peu en contradiction. Il y en a un qui accepte l'emprunt proposé par le prêt garanti par l'État auprès de l'AFD. Il y en a un autre qui veut que des subventions. oui, voilà, mais de toute manière, je veux dire, quand on n'a rien, même au diable, on souhaite la bienvenue. Donc, nous, aujourd'hui, on dit qu'on peut aller raisonnablement dans la discussion, mais on ne peut pas faire de discussion le ventre vide. Les collectivités, elles sont en souffrance, les entreprises sont en souffrance, les bailleurs sociaux en souffrance aussi. La DM6 là, qui va être votée là, je ne sais plus si c'est demain ou après-demain. Le 11 décembre. Voilà, c'est clairement un des objectifs de déjà terminer l'année 2024. Après, les amendements qui sont portés dans le cadre du PS2R, c'est pour 2025. C'est là où on dit que d'une manière ou d'une autre, le soutien, il est évidemment sur le plan de relance parce que c'est la condition de survie de notre système économique. Après, la refondation, elle viendra, je pense, au terme des espaces de travail là, qui ont été définis par le gouvernement. Et je pense que l'État a déjà engagé aussi cette approche-là, notamment avec la mission Moulins, là, qui est venue la semaine dernière, ou cette semaine. La semaine dernière. Oui, voilà, la semaine dernière. Parce que c'est aussi répondre sur le plan économique strict, de quelle manière on abonde en trésorerie pour les collectivités, que ce soit les provinces et les communes qui sont aujourd'hui, comme partout en France, les premiers moteurs de la relance, quoi. Et la filière nickel, elle est complètement effondrée, elle aussi, pour l'instant. 2 usines fermées. Est-ce qu'on va arriver à sauver le nickel et est-ce que c'est l'un de vos soucis? Je pense que c'est un des pourvoyeurs dans le privé qui est le plus important ici au pays. On est aussi sur des potentialités qui sont, voilà, on est sur le quatrième ressource mondiale. Il y a des projets qu'ils ont fait valoir dans le cadre du plan en France là, des automobiles électriques d'ici 2030, 2040, sur la base aussi des batteries qui sont produites à partir du nickel. Donc, oui, ça fait partie des soucis. Il y a des repreneurs qui sont en cours de visite sur les deux projets d'usine nord et sud. Pour l'instant, on n'a pas eu d'offre qui a été formulée, mais c'est toujours en étude. Et je pense que l'État y est sensible autant que les collectivités qui sont aussi attentives à ce que ce poumon industriel il puisse encore finalement nous permettre de sortir notre épingle du jeu. Mais c'est compliqué, hein. On est sous la coupe de l'Indonésie. On a bien compris que les enjeux de Eramet étaient ailleurs, hein, puisqu'ils investissent plus chez nous, mais ils investissent en Argentine, ils investissent en Indonésie. Donc c'est là aussi où on dit mais il faut clarifier ça avec l'État qui est actionnaire d'Eramet pour la SLN. Parce que Qui est quand même pour l'instant la seule usine qui tourne et qui produise encore en Nouvelle-Calédonie. Voilà, mais les sites, ils ont été réouverts, hein. Dans le nord, je ne sais pas si Canala Naketis a réouvert pour NMC, mais je pense qu'on a conscience de ça et après, on n'est pas coupé du monde, hein. On subit aussi les contre-coups des stratégies qui sont mises en œuvre par les opérateurs mondiaux, hein, et les industriels. La Calédonie, voilà, ça représente rien, quoi. Pour conclure, 6 mois et demi maintenant, après ce déferlement de violence du 13 mai,
L'urgence, c'est quoi? C'est la relance économique, c'est l'apaisement, c'est la reprise des discussions pour donner un espoir et des perspectives aux Calédoniens? C'est tout ça à la fois? Je pense que c'est de continuer à croire en nous, être courageux et puis avoir foi dans son pays. Moi, je n'ai pas l'intention de partir de mon pays. Je vais être enterré ici, mes enfants, mes arrière-petits-enfants aussi, comme l'ont été mes grands-pères pendant 3000 ans. Et le projet que nous on porte, c'est de construire avec tout le monde. Et la perspective qu'on a ouverte, c'est de construire ce projet de vivre ensemble. Il n'y a pas de Calédonie à Nouméa et de Calédonie au nord ou aux îles. Il n'y a qu'une seule. Elle est une et indivisible, comme la France, quoi. Mais par contre, elle a des spécificités qu'il faut peut-être stimuler, encourager pour faire valoir le vivre ensemble. Alors, c'est des laïus, hein, mais je pense que c'est la solidarité. C'est d'être capable de soutenir celui qui a faim. On a engagé aussi ce travail-là à l'intérieur de l'UIC, notamment avec les sections de jeunes, pour la partie agroalimentaire, pastorale, que chacun puisse être autonome. Pour tous ceux qui ont du foncier libre, notamment sur terre coutumière, investissez pour aider ceux qui sont à Nouméa, qui n'ont pas la possibilité dans les quartiers nord, notamment, de pouvoir avoir à manger. Donc moi, c'est ça mon espoir, pas pour le futur, pour le présent. Voilà. Emmanuel Chibaou, monsieur le député, merci d'accepter notre invitation dans le magazine Transparence. Merci RRB, merci aux auditeurs. La fin de ce magazine Transparence, il sera disponible dans quelques instants en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Il sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition, de 17h45. Excellent après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.